Ça marche? Oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de vous être déplacés. Ce soir, on brise la glace pour les consultations pour le PEMAD révisé ainsi que la vision stratégique. Donc, on est vraiment très, très heureux d'y aller. Bon, nous, ce soir, on a juste 2 mémoires qui vont nous être présentées, mais moi, j'aime bien ça. Ça va nous donner le temps de bien nous familiariser avec le concept. Donc, c'est la première révision du PEMAD. Et on a la chance ici d'avoir quelqu'un qui était là lors des travaux. Lors des travaux du PEMAD pour la création du premier PEMAD en 2011. Donc, merci d'être ce soir et de suivre les travaux maintenant, comment a évolué le PEMAD à travers les années. Donc, on est vraiment heureux de vous rencontrer, de vous présenter le projet, d'énoncer la vision stratégique, ainsi que le projet de PEMAD révisé, et surtout de venir échanger ici avec vous à propos de leur contenu. Donc, l'objectif de ces documents qui sont présentés, c'est bien sûr de donner à la CMM des outils qui sont porteurs pour nous orienter dans les décisions pour répondre aux enjeux et aux réalités que connaît notre territoire en ce moment, la grande région métropolitaine, en matière d'aménagement du territoire, d'économie, de transport durable et d'environnement. Donc, avant ces consultations qui débutent aujourd'hui, il y a eu une quarantaine de rencontres avec l'ensemble des MRC, des agglomérations, des tables des préfets, des élus des territoires. Chaque personne, je pense, qui a sollicité une rencontre, ou chaque groupe, ou chaque MRC a eu le droit d'avoir ces échanges et ces rencontres avec nos professionnels qui travaillent à la CMM. Donc, le but, c'est vraiment d'enrichir tout ce travail-là, qui est un travail évolutif. On vous présente la 2e version du PEMAD révisé, mais ce n'est pas la version finale, et c'est la raison pour laquelle nous tenons ces consultations-là, pour voir s'il n'y a pas des angles morts et pour voir comment on peut clarifier ou encore, je dirais, personnaliser selon les différents territoires. Donc, c'est la raison pour laquelle on se déplace, on vous rencontre. Donc, on va faire le tour des 5 secteurs avec la CMM au cours des prochaines semaines. Donc, on a vraiment besoin de connaître vos préoccupations, mais également les particularités régionales pour que le document soit cohérent et réponde aux besoins et aux réalités des territoires. Donc, en plus des assemblées publiques, là, dans les grands secteurs, on recueille aussi les commentaires. Donc, je vous invite encore, si vous êtes ici ce soir à titre d'observateur, mais que vous avez des commentaires peut-être à émettre, je vous invite à aller faire un tour là, sur notre site Je participe. Jusqu'au 16 décembre, on va pouvoir recueillir vos commentaires. Donc. Et en date d'aujourd'hui, on a reçu une 50aine de mémoires et une 30aine de commentaires, mais j'imagine qu'avec le début des consultations, on risque d'avoir de plus en plus de commentaires. Et ce qui pour nous, c'est très, très enrichissant. Donc, je n'aime pas, c'est là pour ça, c'est au bout du clic de votre doigt. Donc, hey, j'ai dit tout ça, mais je ne me suis pas présentée encore, excusez-moi. Nerveusement de la première séance. Alors, mon nom est Marie-Claude. Je suis conseillère municipale à la Ville de Montréal, sur le territoire du plateau Mont-Royal. Et j'ai la chance de présider la commission sur l'aménagement et le développement et la mobilité plutôt à la CMM. Et on m'a confié la présidente de la commission sur la révision du PEMAD. Donc, je suis très, très choyée d'être ici. J'aimerais saluer la présence de mon vice-président, qui est dans la salle, M. Patrick Charbonneau, qui est également maire de Mirabel, qui est là. Salut. Merci, en support moral, qui est avec nous. Et puis, sans plus tarder, là, je vais passer la main à mes collègues autour de la table. Donc, on est reçus sur le territoire lavallois. Alors, en tout Seigneur, tout honneur, Laval. Merci beaucoup, Marie. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Je m'appelle Alexandre Bornet, je suis conseiller municipal de Laval et Rapide, membre associé du comité exécutif à la Ville de Laval, responsable des dossiers en environnement. Et j'ai aussi le chapeau de président de la commission environnement et transition écologique à la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, vraiment un plaisir de vous entendre ce soir. Notre de nos commissaires qui se joint à nous ce soir. Alors, bonsoir, moi c'est Christine Poirier, je suis conseillère municipale du Fermé-Conviaux à Laval, membre du comité exécutif responsable des dossiers de l'aménagement du territoire. C'est un grand honneur pour moi de siéger à la commission de révision du PEMAD avec Mme Lourde et des collègues élus de l'ensemble de la CMM. Alors, nous, on a quand même la chance à Laval, je vous dirais. Là, on a des règlements d'urbanisme qui sont assez récents, là, qui ont été adoptés et entrés en vigueur en 2022.
un schéma d'aménagement qui date de 2017. Évidemment, les travaux qu'on a fait à la commission et les grandes orientations qui vont vous être présentées ce soir, bien que vous connaissez tous déjà très bien, vont nous amener à modifier notre schéma, à les intégrer. Donc, c'est un grand chantier qui va s'entamer après l'adoption de la prochaine version du PEMAD révisé. On a des professionnels, dont certains sont dans la salle ce soir, là, qui sont prêts à attaquer ce grand chantier. Et je vous remercie d'être ici. On est là pour vous entendre. Merci beaucoup. Il y a aussi, je vais te présenter, monsieur Massimo. Oui, Massimo Ghiazzoni, je suis le directeur général de la communauté métropolitaine de Montréal et j'accompagne la commission sur la révision du plan métropolitain. Très content d'être ici et puis j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui était là du premier PEMAD. Alors je pense qu'on va lui donner un prix s'il est présent. Elle est présente, d'ailleurs. Bonjour Louise. Bonne soirée. Et Annie avec nous. Bonjour, mon nom est Angela Pierre. Je suis secrétaire de commission au sein de nos membres ici. C'est elle qui va être la louve du temps ce soir. Alors, elle va tenir les décomptes pour les gens qui vont présenter, qui vont poser des questions également. J'aimerais saluer aussi toute notre équipe là, qui est sur le côté qui est présente pour répondre aux différentes questions. Ce soir, mon rôle sera de m'assurer que tout le monde ait bel et bien son moment de parole et que vos paroles seront bien rapportées pour nous permettre de poursuivre les réflexions dans le cadre de la révision du PEMAD. Et si vous avez des questions qui sont très, très spécifiques, ben, il y a toujours notre équipe, il y a Laurence aussi qui va nous faire une présentation dans quelques instants et encore M. Midoni aussi, qui se fera sans doute un plaisir de répondre à ces questions plus pointues. Donc, maintenant, Annie, je vous laisse. En fait, j'invite ma collègue Laurence à venir vous présenter le projet. Bonjour à tous, je me présente Laurence Pelletier, urbaniste et conseillère en aménagement et recherche à la CMM. C'est moi qui travaille avec l'équipe de la commission pour coordonner les travaux de révision du PMAD. Donc, on est une grosse équipe à travailler derrière ce document. Et aussi, on vous présente aujourd'hui le projet d'énoncé de vision stratégique 2050, qui est un peu la vision globale qui chapeaute l'ensemble des travaux de la CMM et qu'on doit réviser périodiquement. Donc, avant de rentrer en détail dans les différents documents qu'on vous présente aujourd'hui, un petit tour d'horizon, qui est la CMM, c'est un organisme créé en 2001 qui chapeaute les 82 municipalités et 14 MRC de notre territoire métropolitain, avec toutes ces composantes différentes d'une ville à l'autre et aussi tous ces milieux naturels, agricoles et urbains qui doivent cohabiter dans un même environnement. Donc, pour ce qui est du projet d'énoncé de vision, on se doit de la réviser périodiquement pour s'assurer d'avoir une cohérence avec les travaux qu'on fait, mais aussi avec où est rendue la CMM. Donc, je vous fais une petite lecture rapide des grandes lignes de ce projet d'énoncé qui est un peu plus détaillé dans les documents que vous pouvez consulter sur la plateforme Je participe. Donc, le but de cet énoncé, c'est vraiment de s'assurer que les travaux qu'on fait mènera la CMM afin qu'elle soit un modèle en matière d'aménagement durable et résilient et agir ensemble les acteurs du Grand Montréal pour bâtir une communauté équitable, compétitive, attractive, inclusive et responsable. On souhaite aussi que le Grand Montréal permette que les gens habitent dans des milieux de vie complets, viables, reliés par un réseau des équipements et de transport structurant durable et qui lui offre un cadre de vie agréable, sain, notamment grâce à la protection et la mise en valeur des composantes naturelles, culturelles, paysagères et patrimoniales. Afin de compléter un peu ces deux grands paragraphes, on est venu détailler différents objectifs un peu plus ciblés par type de thème, soit l'aménagement du territoire, l'environnement, le transport et l'économie. Donc ici, je vous ai juste mis les grandes lignes de chacun des paragraphes qui sont bien détaillés la vision. Donc encore une fois, on veut s'assurer d'avoir un milieu de vie complet qui offre une excellente qualité de vie pour la population grâce à un cadre bâti agréable, dense et dynamique. On veut s'assurer d'être adapté au changement climatique et de se mobiliser pour protéger la biodiversité. Avoir une part modale de l'auto-solo qui a diminué considérablement, donc le transport actif et le transport collectif prend le relais sur notre territoire pour s'assurer d'avoir une mobilité durable, accessible, rapide et agréable et surtout fiable pour l'ensemble de notre territoire. On veut aussi un Grand Montréal qui continue toujours son rôle de moteur économique culturel du Québec
grâce à une main-d'œuvre qualifiée et un système diversifié et des établissements d'enseignement supérieur de renommée internationale. Donc, avec ces grandes lignes-là en tête, on est venu aussi revoir l'ensemble du PMAD, qui est un des outils directs de la mise en œuvre de cette vision stratégique. Donc, la révision du PMAD s'appuie aussi sur cette vision révisée. Avant de rentrer dans le détail du PMAD révisé, juste vous expliquer un peu que l'aménagement du territoire, c'est une responsabilité qui est partagée en différents paliers du gouvernement, que ce soit le gouvernement du Québec, nous à la CMM, excusez-moi, les MRC et les villes. Donc, à chaque degré de région, on doit planifier son territoire selon un niveau de détail différent. Et pour s'assurer qu'il y ait une cohérence entre ces différents documents de planification, il y a un exercice de concordance qui est obligatoire. Donc, nous, en tant que CMM, on doit être conforme aux orientations gouvernementales. Et cet exercice se traduit par un exercice de concordance qui devra se découler après ça dans le schéma d'aménagement des MRC et les règlements locaux et les planifications locales. Donc, on fait vraiment une ligne directe entre les différents documents de planification du territoire. En plus de cette idée de concordance et de la vision stratégique qu'on est venu s'appuyer, on se dote aussi d'un objectif à ce que le PMAD soit un outil pour favoriser le développement des aménagements durables, que ce soit un outil de lutte contre les changements climatiques, qui soit capable de répondre aux besoins actuels de nos générations, mais en gardant en tête les besoins des générations futures. Et on a essayé de se baser aussi sur les caractéristiques de la création de milieux de vie complets et durables sur la base du concept de la ville des 15 minutes, sans t'amener aux chiffres tels quels, mais vraiment dans l'idée générale du concept que la ville des 15 minutes peut nous aider à faire. C'est aussi un outil pour répondre à différents engagements que la CMM s'est doté dans les différentes années, dont lutter contre les changements climatiques et le réchauffement climatique. En plus de cette base de travaux, on regarde aussi ce qu'on aurait besoin en termes de logement pour accueillir la croissance démographique des prochaines années. Donc, on donne un horizon 2046. Et en regardant seulement les besoins de croissance démographique, donc on exclut un peu les rattrapages qu'on observe actuellement, on aurait besoin de 310 000 nouveaux logements seulement pour accueillir la croissance démographique sur notre territoire. Par la suite, comme ça a été déjà dit un petit peu plus tôt, on s'est basé aussi sur beaucoup d'exercices de concertation au travers de la région, que ce soit les MRC, les villes. Chaque personne qui voulait nous rencontrer, on les a rencontrés pour parler et faire avancer le projet. Aujourd'hui, on est là pour vous entendre, pour bonifier encore ce document et s'assurer que la version finale qui sera travaillée par la suite répondra aux attentes de la population et aux commentaires qu'on va recevoir aujourd'hui. Donc, en continuité avec le PMAD actuel, on est venu retransposer nos 3 grandes orientations à quelques mots près. Donc, on vise toujours à avoir un milieu de vie durable et complet, avoir un Grand Montréal avec des réseaux, des équipements de transport structurants et de mobilité durable, avoir un Grand Montréal avec un environnement naturel, culturel, paysager, patronal, protégé et mis en valeur. Pour lui arriver, on s'est doté aussi de cibles fixes. Donc, pour s'assurer qu'on va atteindre notre orientation 1, on s'est doté de cibles pour suivre l'avancement des travaux dans le long terme. Et une de ces cibles-là, c'est que 70% des nouveaux logements soient construits dans les secteurs 4. Les secteurs 4, c'est les secteurs planification intégrée, aménagement de transport que je vais vous présenter sous peu. Consolider nos pôles d'emploi, que 70% des nouveaux ménages soient localisés dans des zones avec une bonne accessibilité piétonne à différentes composantes, que ce soit les commerces de proximité, le transport en commun, des écoles, des parcs. Donc, on suit vraiment une panoplie d'indicateurs pour s'assurer qu'on a une bonne accessibilité piétonne et aussi favoriser le logement social et abordable et réduire de 10% nos superficies globales de terres dans le territoire agricole qui sont en friche présentement. Pour arriver à tout ça, on se donne différents paramètres, dont la délimitation du périmètre métropolitain. Aujourd'hui, le périmètre métropolitain qu'on est transposé dans le périmètre révisé et on s'assure qu'on n'empiète pas dans la zone agricole et qu'on répond aux besoins, autant au niveau des logements, mais aussi des autres activités, que ce soit des activités industrielles, commerciales, institutionnelles. Donc, présentement, avec la limite proposée du PMAD, on n'a pas besoin d'aller dans la zone agricole, on a suffisamment d'espace dans notre PM tel que décidé au projet. On se doit quand même de se doter d'indicateurs pour suivre les demandes de modification de ce PM à long terme. Donc, on a aussi fait une série de critères que vous pouvez consulter dans le document complet. Par la suite, on est venu sélectionner des secteurs qu'on voit une
l'urbanisation optimale de l'espace, que ce soit nos secteurs de planification intégrée, aménagement de transport, les centralités locales qu'on retrouve généralement déjà des activités, des services de proximité et une communauté très forte, et des espaces stratégiques de redéveloppement. Donc, pour commencer, les secteurs planification intégrée, aménagement sont nos secteurs où les ARTA qu'on avait déjà dans le PMA actuel et qu'on est venu élargir en ajoutant les corridors aménagement de transport qui sont généralement des boulevards où on retrouve déjà la présence de transports en commun qui étaient dits moins structurants, que ce soit des lignes d'autobus qui généralement ne rentraient pas dans la définition d'ARTA, mais qui offrent un super potentiel de bonification et de requalification. Et on a les espaces stratégiques de développement qui sont généralement des grands centres commerciaux qui ont des grands espaces de stationnement et qui nous permettent de redévelopper et de déminéraliser ces espaces. On a revu aussi l'ensemble des seuils de densité, donc vous voyez que les rectangles et les seuils sont applicables pour le secteur de la Valois. Donc on est mieux révisé pour s'assurer d'avoir suffisamment d'espace pour accueillir les besoins en logement dans nos secteurs 4 et aussi refléter les besoins en termes de développement pour favoriser un bon développement de ces espaces. On a aussi révisé l'ensemble des seuils de densité pour les secteurs hors PIAT, donc hors planification intégrée, aménagement de transport, des secteurs où on est généralement un peu plus loin du transport en commun, mais que certains peuvent offrir un potentiel de densification douce. Donc, on est venu revoir les densités pour être vraiment à la hauteur de ce qu'on observe sur le terrain, qu'est-ce qui se construit dans les dernières années, et aussi les opportunités de densification douce, encore une fois. Je vous ai mis quelques exemples de à quoi ressemble un peu cette vision de redéveloppement-là. Donc, vraiment utiliser les espaces sous-utilisés comme les stationnements pour vraiment requalifier ces espaces et créer des milieux de vie complets et durables et bonifier vraiment les quartiers et la qualité de vie en verdissant, en ayant une meilleure proximité avec nos activités, puis avoir un meilleur transport en commun. En termes de logement social et abordable, on est venu vraiment donner des exemples à nos MRC d'interventions qui pourraient nous aider à favoriser l'atteinte de notre objectif du 1%. Et pour le secteur agricole, on vient vraiment réaffirmer le respect de notre limite de la zone agricole pour s'assurer d'une pérennité des bases du territoire et des activités, pour s'assurer qu'on met en valeur ces activités et se donner les moyens de réduire les terres inutilisées de 10%. On veut aussi trouver des moyens de consolider la protection des milieux naturels dans le territoire agricole et les activités agricoles et favoriser le développement de l'agriculture urbaine. Donc, dans le PMAD, vous allez trouver différentes dispositions qui mettent en valeur ces trois éléments. Pour ce qui est de l'orientation 2, on a fait la même chose, on s'est doté de cibles arrimées avec les travaux de la RPM qui ont refait leur vision. Donc, on a eu la même cible en termes de part modale. Donc, on veut hausser les déplacements actifs et collectifs à 50%, s'assurer de sécuriser et d'assurer une convivialité des déplacements piétons, avoir une accessibilité universelle et favoriser la réduction des délais et des retards occasionnés par le trafic. Pour y arriver, on a revu notre réseau vélo métropolitain, donc on est parti du plan directeur qui est déjà adopté à la CMM pour revoir les tracés pour s'assurer que l'ensemble des secteurs planification, aménagement et transport sont desservis par ce réseau vélo métropolitain et que nos ensembles des ESR sont aussi accessibles par ce réseau métropolitain-là. Et on est venu implanter aussi un rêve métropolitain qui vise à identifier des axes structurants qui nous permettraient de relier différents secteurs de notre réseau métropolitain de façon rapide, sécuritaire et 4 saisons. Par la suite, on est venu identifier l'ensemble des projets de transport en commun qui ont été discutés par les différents paliers, que ce soit dans le PQI du gouvernement du Québec, la vision 2050 de la RPM, mais aussi tous les autres projets qui ont été discutés avec les MRC qui ne sont pas retrouvés dans ces documents-là pour garder une trace de l'ensemble de cette planification-là. Et on est venu établir des critères d'analyse pour s'assurer que, comme pour avoir des projets de transport en commun, on vient de répondre à 3 critères principaux qui sont considérer les efforts de densification qui ont déjà été consentis dans des secteurs où que le transport en commun est peut-être moins fort, rétablir l'offre du transport collectif à des endroits où que celui-ci aurait été diminué soit à cause de la pandémie, à cause du REM ou tout autre événement qu'on n'a pas encore déterminé, et surtout soutenir la densification dans nos secteurs piètres qu'on vise à favoriser dans les prochaines années. Pour ce qui est de l'orientation 3 maintenant, les cibles qu'on a identifiées sont vraiment au niveau de la conservation et la protection du territoire naturel, donc on vise une cible de 30%. Pour ce qui est de la canopée, on aimerait favoriser une augmentation de notre canopée urbaine et à l'échelle métropolitaine, pas juste dans nos secteurs urbains, et l'augmenter à 35%.
Respecter le principe du 3-30-300. Donc, quand on a de chez nous, qu'on soit capable de voir 3 heures, qu'on habite dans des quartiers qui aient au minimum 30% de canopée et qu'on aille un parc à 300 mètres de lieu de résidence ou un espace vert. Et j'ai une de mes collègues qui travaille sur les collections d'origine, donc on est venu vraiment s'assurer d'avoir une cohérence entre les différents documents de planification de la CMM en liant le PMAD avec les travaux sur la protection des nouveaux collines montérégiennes qui est présentement en cours et en consultation aussi, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Donc, pour s'assurer d'avoir notre 30% de territoire, on a mis différentes mesures d'identification des aires protégées qu'on a déjà, mais aussi tout autre milieu, comme les lieux d'intérêt métropolitain, des parcs, des espaces verts pourraient être intéressants. Et pour ça, on est venu mettre des discussions d'encadrement pour s'assurer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ces milieux-là, donc faire des études de caractérisation et des dispositions minimales portant sur les âges et activités qui seraient compatibles avec la conservation de ces milieux. On a aussi tous les secteurs de potentiel de reconversion qui, pour ceux qui sont déjà familiers avec les règlements contre les primaires de la CMM, on a identifié différents secteurs qui sont visés par un potentiel de reconversion qu'on est venu retransposer dans le PMAD avec les différentes propositions de caractérisation environnementale, de protection minimum de 70% de la superficie de ces espaces et d'identification, encore une fois, des activités qui seraient compatibles avec la reconversion de ces espaces-là en milieu naturel. Pour suivre la canopée, on s'est doté de différents objectifs et critères. Là, je vous présente plutôt un portrait de comment, où on est rendu aujourd'hui. Donc, on s'est doté de demandes et d'objectifs d'atteindre ce 35%-là, mais on a voulu vous illustrer où on partait pour vous montrer l'effort qu'on va avoir besoin de faire dans les différentes années. Donc, on va suivre l'évolution de tout ça à travers le temps et s'assurer que le PMAD est vraiment un outil d'atteinte de notre objectif dans cette matière. C'est ce qui conclut mon tour excessivement rapide de ce qu'il y a dans les 300 pages du PMAD. Si vous avez des questions, je vous invite à nous contacter sans problème, on reste disponible. Les assemblées publiques se continuent jusqu'au 6 décembre et vous pouvez nous envoyer tout commentaire écrit jusqu'au 16 décembre par la suite sans problème. Et vous pouvez nous écrire aussi à la CMM, on va pouvoir répondre à vos questions si jamais j'ai été trop vite dans les explications. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. C'est vraiment un fabuleux travail de synthèse que de résumer en quelques pages tout ce travail qui a été fait au cours des dernières années. Donc, merci pour ce travail acharné, à toutes ces rencontres que tu as menées et que tu continues de mener avec nos différents partenaires. J'aimerais aussi profiter de cet instant pour remercier Marie-Michel Cauchy aussi, qui est avec nous, qui a participé à la première mouture du PMAD révisé, donc qui est en congé, qui reviendra bientôt. Donc, merci aussi pour son travail. Donc maintenant, Annie, à toi de nous expliquer le déroulement de la soirée. Merci. Donc, j'ai quelques petites consignes à vous donner sur le déroulement de la séance. Plus ou moins, ça va bien aller. Donc, on vous invite à être concis, étant entendu que les membres ont bien pris soin de prendre connaissance de tous vos mémoires et commentaires qui ont été laissés. Donc, juste ici, à l'avant, vous allez avoir un petit dispositif qui va vous indiquer le temps qui vous reste. Donc, on prévoit une période de 10 minutes par participant. On vous invite à conclure peut-être à partir de 8 minutes pour vous laisser une période d'échange par rapport à votre présentation avec nos membres. Également, à la fin de la séance, on prévoit aussi une période de questions et d'échanges. Donc, si jamais vous voulez vous représenter par la suite, pas de problème, mais on va également donner un temps de 10 minutes par participant pour rendre ça juste pour tout le monde. Également, il ne sera pas possible de projeter de PowerPoint durant la séance. Et prenez note que toutes nos séances sont enregistrées et seront diffusées également sur notre chaîne YouTube dès le lendemain de chaque séance. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite de bonnes présentations. Merci. Donc, on va aller avec nos premiers présentateurs qui vont vraiment briser la glace ce soir. Alors, il s'agit du Conseil régional de l'environnement de la Laval. Bonsoir tout le monde. Donc, je me présente Élodie Blandini, je suis la directrice générale du Conseil régional de l'environnement de Laval, un organisme qui existe à Laval depuis plus de 25 ans et qui cherche à favoriser la protection, l'amélioration de l'environnement sur le territoire de Laval. Mais on collabore aussi avec des missions provinciales et interrégionales et de ce fait, notamment dans le cadre du PMAD,
On aura aussi, on a une collaboration avec tous les creux de la CMM et nous avons déposé un mémoire conjoint le 16 décembre et on tenait vraiment à être présent à cette consultation, puis vous allez voir nos collègues dans d'autres certainement, pour amener un peu plus le sujet aussi sur des enjeux qu'on voit notamment à Laval. C'est sûr que nous, donc, en tant que creux, on cherche à favoriser l'intégration des préoccupations environnementales dans tous les processus de développement au niveau régional. Et donc on met un point d'honneur à ce que ce développement se fasse dans le respect de la capacité de soutien des écosystèmes. C'est pour nous une condition essentielle à l'implantation de la transition socio-écologique. Donc pour parler du premier point, on va y aller par orientation. Donc au niveau de l'orientation 1, on voit que les projections de la CMM amènent un besoin de nouveaux logements pour Laval qui est environ de 53 000 d'ici 2041. Donc ça, c'est sûr que ça engendre des gros enjeux de densification du cadre bâti. C'est sûr qu'on appuie bien évidemment l'orientation de l'intégrer à l'intérieur des cadres dans les zones et dans les aires TOD, mais ce qu'on a remarqué notamment, c'est que même si le PRAD demande au MRC de doter d'une planification détaillée en aménagement et en transport dans les secteurs 4, on ne voit pas vraiment, on trouve qu'il y a un manque au niveau des leviers concrets pour le cadre bâti existant. Pour nous, c'est essentiel parce qu'on voit qu'à Laval, on a d'énormes enjeux sur des zones qui sont déjà bâties. Et pour nous, il est indispensable de considérer aussi ces zones dans le potentiel de densification. Et donc pour cela, on soulignait donc notamment le fait d'augmenter les seuils de densité dans l'ensemble des cadres, à la fois dans le secteur déjà construit, enfin aussi en même temps le secteur qui est déjà construit ou nouvelle construction. Voilà, ensuite c'est certain que à Laval on aimerait ça développer une ville-quartier dynamique en n'ayant pas que, parce qu'on a quand même beaucoup de zones industrielles, on a vraiment des secteurs qui sont très morcelés, donc on aimerait ça avoir plus de mixité fonctionnelle, donc une meilleure intégration tant horizontale que verticale des différents usages, que ce soit résidentiel, commercial, emploi. C'est pour ça qu'on parlait de notamment retirer les minimums de stationnement des typologies et différencier les pôles d'emploi en fonction de leur compatibilité avec les milieux de vie. Enfin, un concept qui pour nous paraît essentiel et qui ne figure que malheureusement qui est comme évoqué, c'est le concept de zéro artificialisation nette, donc le ZAN. Pour nous, c'est un élément qui doit figurer au fondement de la stratégie de développement de la CMM et qui doit être inscrit comme un objectif à se donner, un objectif clair à se donner d'ici 2050. L'écrire dès maintenant dans le PMAD, pour nous, ça va permettre que le concept soit intégré et ça va permettre de poser des bases progressivement à son application. Ce n'est pas un concept qui est simple à appliquer ni à ce que chacun puisse l'adopter. Donc il faut dès maintenant que chacun soit déjà capable de bien se familiariser avec ce concept pour qu'il puisse être adopté progressivement. Parce qu'on voit que si on attend et si on ne le met pas dès maintenant, c'est un gros risque qu'on prend parce que la couverture de chacune des catégories des milieux naturels, que ce soit boisé, milieu humide, aquatique ou milieu ouvert, se situe déjà sous les seuils de viabilité identifiés par la science. Donc pour nous, si ce n'est pas la CMM qui pose maintenant un geste fort pour renverser la tendance et inspirer les municipalités à faire de même, on se demande qui va le faire. Parce que c'est vraiment, pour nous, c'est le rôle de la CMM de poser ce geste fort dès maintenant. Donc voilà. Ensuite, si on vient à la deuxième orientation, mobilité pratique et conviviale, on voit que la CMM, à travers le débat, on voit une vision qui est ambitieuse et positive. On est très heureux, mais on voit qu'elle dépend surtout d'interventions et de financement qui parfois, certains ne relèvent pas des compétences et des pouvoirs de la CMM, ni des villes, ni des MRC. Donc pour nous, il paraît indispensable de maximiser d'abord l'utilisation des leviers qu'ont les villes, qu'ont la CMM, tout en respectant notamment l'approche qu'on appelle RTA, donc en mobilité durable, réduire, transférer et améliorer. Donc la réduction notamment
doit principalement être abordé en termes d'aménagement et de densification avec des indicateurs qui sont vraiment adaptés. On parle beaucoup de part modale, mais il y a d'autres indicateurs qui sont beaucoup plus appropriés pour notamment évaluer la réduction des transports. Le transfert, le potentiel de transfert modal le plus important au moindre coût, ça va vers le transport actif. On a notamment l'enquête origine-destination 2023 qui démontre que c'est une forte tendance qui est déjà amorcée. Il s'agit aussi de modes durables sur lesquels le milieu municipal a plus d'influence, donc c'est un bon outil. Donc nous nous réjouissons des éléments qui ont été apportés au PMAD et qui vont dans le sens de prioriser le déplacement actif et notamment l'augmentation significative de la connectivité et de la sécurité dans les aménagements piétons et cyclistes. Parce que c'est ça, le sentiment de sécurité est indispensable pour que les gens adoptent plus ces modes de transport. Et au niveau de l'amélioration, on se propose notamment de miser sur l'offre de services, les aménagements et les infrastructures dédiées à la pratique de la mobilité partagée, le vélo-partage, l'autopartage, le covoiturage, en déterminant notamment les lieux prioritaires d'implantation des infrastructures partagées. Donc, de belles ambitions. C'est sûr que souvent on pense notamment à des solutions de partage comme dédiées plus aux grandes villes, mais on voit qu'il y a des petites municipalités qui s'y mettent et ça fonctionne. Voilà pour ça. Pour la troisième orientation, le CRE de Laval tient à rappeler que, comme écrit dans le PMAD, que les milieux humides sont les milieux naturels, excusez-moi, sont nécessaires pour la qualité de l'environnement et pour la santé et la qualité de vie des gens. Concernant ça, on veut rappeler qu'à Laval, il y a 18% du territoire qui est protégé, alors que la COP15 cible 30% des milieux naturels protégés d'ici 2030, et qu'une grande partie des milieux naturels sont actuellement menacés par les espèces exotiques envahissantes, le dépôt de déchets illégaux, la pollution et l'extension urbaine. Donc, considérant ça, on propose d'ajouter les 5 objectifs suivants. Assurer la protection de 30% des milieux naturels sur le territoire de la ville de Laval. Se doter d'une cible de restauration des milieux dégradés, particulièrement dans les milieux de vie, qui sont peu présents. Notons que le cadre mondial de la biodiversité qu'une Montréal cible une restauration de 30% des écosystèmes dégradés. On veut aussi que le PMAD se dote d'une cible de 25% de couverture naturelle connectée par des corridors écologiques. Et on demande aussi de revoir la cible de réduction de 10% des friches non utilisées et au contraire de reconnaître l'importance des friches d'intérêt pour la santé des écosystèmes, la biodiversité et ajouter à la liste des milieux d'intérêt métropolitains pour la conservation ces friches d'intérêt. Et finalement, inscrire officiellement la démarche de concertation visant la résilience du lac des Deux-Montagnes de son écosystème dans le PMAD et d'y réitérer l'engagement de la CNM. Merci beaucoup. Il nous reste quelques instants. C'est un bon résumé également du mémoire qui nous a été présenté. Je demanderai à mes collègues de commissaire si vous avez des questions, des précisions. Bien, j'en avais plusieurs. J'ai envie de commencer par la fin. Les friches d'intérêt. On entend souvent, évidemment, ce qui nous vient quand on parle de protection du milieu naturel, c'est les loisirs, les milieux, etc. Les friches, souvent, ça passe à la trappe comme étant tout simplement un terrain ou un potentiel de quelque chose plus tard. Comment est-ce qu'on détermine une friche d'intérêt? Alors, la CNM a la chance d'avoir des friches dans lesquelles il y a énormément d'espèces sensibles. On pense entre autres à la couleur brune qui vit à peu près que dans la friche des espèces menacées. On pense aussi aux oiseaux champêtres qui sont la catégorie des oiseaux qui ont connu la plus forte baisse, on parle de 70-80% de baisse des effectifs des oiseaux champêtres qui vivent dans les friches qui en ont besoin. On parle aussi d'espèces qui sont endémiques à la région de Montréal, mettons l'Aubépine du Canada, l'Aubépine oculaire au Québec, qu'on ne retrouve que dans la CNM. Toutes ces espèces-là ont besoin des friches pour survivre. Donc, ce que je propose, c'est d'aller voir ces friches-là qui peuvent permettre l'habitat de ces espèces-là et les protéger. Question? Oui. On avait vraiment un dimanche de leçon. Ah, ok. En fait, je voudrais peut-être parler de stationnement, essayer de comprendre un peu, essayer de voir de quelle sorte de mécanisme vous verrez pour encourager l'accessibilité sociale du retrait des minimums de stationnement. C'est sûr que ça
toute une réflexion en termes de quartier. On voit avec justement le secteur quartier, on veut que ça devienne le quartier des quartiers. C'est sûr que ça va prendre, c'est un mécanisme qui doit venir aussi de l'implantation du transport qui vont faciliter les choses, mais ça vient aussi avec, si les gens trouvent des complexes de proximité qui conviennent, qui vont leur permettre de se dire, j'ai de la vie autour de chez moi, je ne vais pas besoin de prendre ma voiture, ça va aider. Et c'est par les exemples qu'on voit. Je pense que si ça se fait déjà dans le secteur quartier, ça va inspirer les gens qui vont s'y promener, qui vont voir que le cadre de vie est intéressant, etc. C'est sûr qu'il va falloir des lieux à la base qui vont montrer l'exemple pour qu'ailleurs on soit moins réticent à se dire ils vont encore enlever des cases de stationnement. Il y a des beaux projets là, en tout cas je prends la balle qui sont présentés là actuellement. On a Carré Laval aussi. Ça va amener la population, je pense, à voir les choses différemment. Si on sécurise aussi les pistes cyclables qui ont l'influence et les gens prennent de plus en plus le transport actif, ça va aussi aider. Si je peux me permettre aussi peut-être intégrer la population dans les choix de qu'est-ce qu'on fait avec ces cases de stationnement qui vont disparaître, qu'est-ce qu'ils veulent dans leur environnement proche, est-ce que ce qui leur manque, c'est un parc, est-ce que ce qui leur manque, c'est un commerce de proximité. Si on voit avec les gens qu'est-ce qu'ils ont envie pour leur quartier, je pense que ça va être plus facile de modifier justement cette base de savoir. Est-ce que je peux poser une question? Parce que j'avais compris que les minimums de stationnement, c'était plutôt dans les projets de construction. Là, ce que je comprends, le commentaire, c'est que c'est aussi surplus, c'est ça, de retirer les stationnements surplus. Si vous êtes ambitieux, allez-y. Je pose des questions. Je vais bien comprendre le sens de ce que je me suis proposé, mais merci. Merci. Mes collègues ont fait pas mal de survol de questions que je voulais poser, mais j'aimerais peut-être m'arrêter 2 secondes sur l'orientation 2. Vous entendre peut-être élaborer un peu sur les indicateurs qui pourraient remplacer la part modale qui est jugée peut-être pas assez précise ou adéquate pour mieux mesurer les modes de transport. On mentionnait notamment le nombre de déplacements ou le véhicule kilomètre ainsi que le nombre de véhicules immatriculés sur le territoire ou le nombre de véhicules par ménage. Donc, c'est des informations qu'on peut se procurer à la SAC pour avoir besoin. Merci. Merci beaucoup. On a dépassé un peu et on a 2 mémoires. Je pense qu'Annie, tu nous permets ce soir. Ce sera sans doute plus sévère dans les prochaines séances. Merci beaucoup. Merci. Donc, juste si vous avez dans la salle, vous avez des questions aussi que vous pourrez également poser à nos participants qui viennent nous présenter les mémoires si jamais vous avez besoin de précision. Et maintenant, on va passer à la direction régionale de la santé publique qui se joint à nous pour nous présenter son mémoire. Bonsoir. Bonsoir. Je comprends que c'est comme ça. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Alors, bonsoir, chers élus et membres de la commission spéciale sur la révision du PEMAD. Je vais me présenter aussi. Je suis Jean-Pierre Trépanier, le directeur de santé publique au Centre intégré de santé et services sociaux de Laval. Je suis accompagné par Guillaume Charret-Allé, qui coordonné les travaux de rédaction du mémoire. Ce soir, j'ai l'honneur de présenter un mémoire qui a été préparé en collaboration avec les 4 autres directions régionales de santé publique de la CMM, donc évidemment Laval en tête, Montréal, Montérégie, Laurentides et Lanaudière. Ce mémoire, on le dépose dans le cadre des consultations. Il reflète nos analyses et nos recommandations pour un développement territorial qui favorise la santé et le bien-être de la population. Évidemment, quand on parle de santé, on parle de qualité de vie et c'est ce qui permet aux personnes de réaliser leur plein potentiel en tant que citoyennes et citoyens. Comme médecins et les professionnels de la santé publique, les directrices et directeurs, nous souhaitons mettre en lumière les liens entre l'aménagement du territoire et la santé. Nos recommandations vont porter sur des enjeux comme la création des milieux de vie inclusifs, la mobilité durable, la protection de l'environnement naturel. Pour illustrer les thématiques, je vais m'attarder sur des exemples qui sont davantage spécifiques à Laval, qui est un territoire que je connais bien, qui va résonner, j'en suis convaincu, avec les participants qui sont présents aujourd'hui. Mais d'abord, les relations entre l'aménagement du territoire et la santé, on va dire qu'elles sont multiples, interconnectées, complexes. L'aménagement du territoire influence largement l'exposition des individus à différents risques environnementaux. Il peut également faciliter l'adoption de modes de vie favorables à la santé. Malheureusement, un aménagement qui serait inadapté
risque d'accroître les inégalités sociales de santé en laissant des populations vulnérables sans accès aux bonnes ressources pour mener une vie plus saine ou encore exposées à des risques environnementaux. L'aménagement du territoire, avant tout, c'est un levier majeur, selon nous, pour promouvoir des saines habitudes de vie, prévenir des problèmes et protéger la santé de la population, notamment dans un contexte de changement climatique. Alors, d'abord, je pense que c'est important de le dire, les directions de santé publique, la CMM, souhaitent souligner que le contenu du PMAD est globalement favorable à la santé de la population du Grand Montréal. Les piliers du plan, que sont la création de milieux de vie complets, la mobilité durable et la protection, la conservation de l'environnement naturel, sont des composantes importantes d'environnement qui sont favorables à la santé d'une population. Alors, dans ce contexte-là, nos recommandations visent à bonifier le contenu du plan pour qu'il soit encore davantage favorable à la santé de la population. Je vais maintenant présenter certaines de nos recommandations pour les systématiques qui structurent notre mémoire. D'abord, en matière de milieu de vie complet, de mobilité durable, nous recommandons de bonifier les indicateurs d'accessibilité piétonne, notamment en intégrant différents aspects comme la sécurité routière, la sécurité urbaine, le verdissement, l'accessibilité universelle et l'accès et la qualité des aménagements aux abords du transport collectif. Par exemple, en tant que direction de santé publique, on pourrait collaborer à l'élaboration d'un guide technique pour soutenir le déploiement et la mise en œuvre de cet indice d'accessibilité piétonne qui est très pertinent pour développer des quartiers échelonnés qui seraient favorables à la santé. Nous recommandons également que la CMM établisse des cibles pour limiter la superficie des espaces de stationnement. Des cibles qui pourraient être modulées par zone et aussi selon une typologie d'espace de stationnement, par exemple sur rue ou hors rue, en surface ou souterrain. Des cibles qui seraient de plus en plus ambitieuses au fil des années. Selon nous, établir de telles cibles serait complémentaire à l'indice d'accessibilité piétonne. Ces cibles-là préviendraient aussi que les municipalités exigent des promoteurs un nombre trop élevé de cases de stationnement dans des secteurs qui sont déjà mieux desservis en transport collectif. Les fameux secteurs 4 dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, la Direction de santé publique de Laval a déjà émis des recommandations pour réviser les normes de stationnement du Code d'urbanisme de Laval dans le cadre de l'évaluation d'impact sur la santé de projets immobiliers à proximité de la station de métro quartier. On peut noter au passage que le Code de l'urbanisme de Laval prévoit des exigences en cas de stationnement qui sont parmi les plus élevées à proximité des stations de métro ou de trains de banlieue et le long du réseau structurant de transport collectif. En matière de logement maintenant, nous recommandons que le plan priorise le développement du logement social et abordable hors marché. C'est selon nous l'approche la plus favorable pour garantir une pérennité de l'abordabilité du logement. Et je pourrais revenir sur la définition de l'abordabilité qu'on privilégie du côté des directions de santé publique, si vous le souhaitez. Et à titre d'exemple d'action qu'on pourrait mener en collaboration, la direction de santé publique de Laval déjà réalise et diffuse des portraits diagnostiques de la population et du logement aussi afin d'informer et d'éclairer la prise de décision sur ce qui est un important déterminant de la santé. On en a d'ailleurs publié un relativement récemment en fonction du recensement de la population de 2021 et des caractéristiques du logement. Nous recommandons également que le PMAD établisse des cibles supérieures de logement social et abordable dans les secteurs qui sont les mieux desservis en transport en collectif. C'est selon nous une mesure qui permettrait de réduire les transports des ménages à faible revenu et donc de réduire les inégalités. Ça nous apparaît être un moment opportun pour orienter le développement urbain et immobilier de certains secteurs lavallois, et notamment le centre-ville qui est en plein essor. Maintenant, au chapitre des contraintes anthropiques et naturelles, nous recommandons que les contraintes identifiées soient accompagnées de mesures de mise en œuvre permettant d'accroître la compatibilité entre ces contraintes et les usages sensibles. On entend par là des milieux de vie qui sont fréquentés entre autres par des personnes qui présentent certaines vulnérabilités. Bon, il y a des résidences, des institutions, écoles, milieux de garde.
Les directions de santé publique souhaitent collaborer avec la CMM, les MRC agglomérations dans cet exercice de compatibilité des usages pour permettre de créer des milieux de vie à la fois denses, complets, sécuritaires, favorables à la santé, à proximité des gares de train de banlieue et du REM. À titre d'exemple, la Direction de santé publique de Laval a émis des recommandations pour mieux encadrer le développement urbain à proximité de la gare de train de Sainte-Rose dans le cadre d'un projet d'évaluation d'impact sur la santé en lien avec le programme particulier d'urbanisme en question. Nous recommandons également que les MRC, les agglomérations, réalisent des cartes pour intégrer les populations vulnérables qui se localisent dans des zones inondables et potentiellement exposées au glissement de terrain. Selon nous, ça permettrait de prioriser des mesures d'adaptation et encore une fois de réduire les inégalités sociales de santé. On peut noter au passage que la Direction de santé publique de Laval contribue déjà aux travaux de l'Organisation de sécurité civile de Laval qui traite d'enjeux affectant les zones inondées. Maintenant, en ce qui concerne l'eau potable et les eaux usées, nous recommandons de dresser un portrait de la capacité actuelle des infrastructures du territoire. Nous recommandons d'évaluer la capacité et les possibles enjeux des réseaux d'eau potable et des eaux usées dans tout plan d'augmentation de la densité des secteurs existants ou le développement de nouveaux secteurs résidentiels, commerciaux ou industriels. À notre avis, cette évaluation-là est nécessaire pour que la densification urbaine puisse se faire en s'assurant d'un approvisionnement en eau qui serait adéquat à long terme, encore une fois dans un contexte où les changements climatiques pourraient changer la vie. Et enfin, en matière de saine alimentation, d'agriculture urbaine et d'activités agricoles, nous recommandons de réintroduire dans le plan le critère accès à une alimentation saine et de proximité. C'est selon nous un critère qui permettrait d'orienter le renforcement de l'autonomie alimentaire, qui est un objectif du plan, et ce au bénéfice de la santé de la population et du développement de milieux de vie complets. Le critère appuierait les efforts, notamment de la Direction de santé publique de Laval, qui vise à favoriser la sécurité alimentaire de notre population de concert avec les partenaires du milieu. On pense notamment au Comité d'action en sécurité alimentaire de Laval. Et en conclusion, donc les directions de santé publique de la CMM saluent le travail qui a été accompli pour la révision du PEMAD en reconnaissant son alignement global avec les objectifs de santé publique. Le mémoire que nous présentons ici vise donc à enrichir le plan afin de maximiser ses retombées positives pour la population. Nous espérons que les propositions trouveront écho dans la version finale du plan. Et enfin, nous souhaitons réitérer notre engagement à collaborer d'ores et déjà et pour les années à venir avec la CMM, les MRC agglomérations pour soutenir la mise en œuvre des actions découlant de ce plan ambitieux, avec la Ville de Laval, bien évidemment, aussi. Et je vous remercie donc de votre attention et de l'opportunité de pouvoir contribuer à des travaux qui sont pour nous essentiels pour l'avenir de notre région et la santé de ses habitants. Merci infiniment, merci. Je vais profiter de ce temps qui m'est imparti pour vous demander d'élaborer justement sur votre définition du logement abordable. C'est quand même une notion qui peut être floue et qui a un périmètre un peu vague par moment. Donc, je vais la trouver. Voilà. Alors, c'est une définition qu'on emprunte à l'Institut national de santé publique qui nous indique que l'abordabilité du logement tient compte de la possibilité du ménage d'accéder à un logement de qualité qui répond à ses besoins prioritaires, dont le coût ne compromet pas la capacité à subvenir à d'autres besoins de base, comme se nourrir, se vêtir, se déplacer et se soigner. L'abordabilité résulte d'un équilibre entre plusieurs facteurs, dont le taux d'effort des ménages, le coût de la vie, la qualité du logement et, bien sûr, l'offre résidentielle. merci. C'est une définition complète. Merci. Alors, Christine, je vais te ta question. De votre côté, j'aimerais ça que vous approfondissiez sur le bruit. Donc, vous relevez que dans le PEMAD, on parle plutôt d'une nuisance, mais vous le voyez plutôt comme un contaminant environnemental. Et finalement, dans le PEMAD, la densification se voit le long des grandes artères, c'est là où il y a le transport en commun, aussi les voitures qui
se déplacent sur la route. Alors, comment est-ce que vous voyez ça, l'opposition entre le bruit et le développement le long des artères plus importantes en transport? Et comment est-ce que vous pensez que ça devrait être modulé ou intégré, diminué comme risque dans le cadre des travaux? Donc, le bruit comme contaminant, même c'est considéré comme un contaminant, notamment dans la qualité de l'environnement. Donc, on s'appuie sur un fait, notamment là, au niveau légal. Au niveau, là, donc ça peut être plus qu'une nuisance, c'est une nuisance qui peut être un contaminant, là, ça dépend du niveau sonore là, en tant que tel. Pour concilier le développement urbain à proximité là, de certaines infrastructures, de sources de bruit, là, il y a toutes sortes de possibilités d'utiliser ça ou d'organiser ça. Il y a certains usages sensibles qui ne devraient pas être situés près des sources de bruit importantes. Donc ça, c'est une chose. Des zones de tampons, des distances séparatrices à respecter, entre autres. Mais sinon, il y a à faire intervenir différentes techniques de construction qui prévoient des niveaux d'insonorisation plus grands. Ça, c'est un élément. Il y a des pièces sensibles à l'intérieur des bâtiments d'habitation qui peuvent être situées d'un côté opposé à la source de bruit. Donc, les chambres à coucher, notamment, on ne les mettrait pas directement face aux sources de bruit, mais de l'autre côté. Donc, puis ensuite, il y a toutes sortes de techniques, des types d'aménagement promouvoir avec la végétation, notamment, à l'époque. Donc, c'est quelques exemples là, qui permettent de voir comment on peut concilier un développement à proximité de sources de bruit, là, en réduisant les effets négatifs, en maximisant les effets positifs là, liés au développement d'un milieu plus compact, dense et complet. Moi, je m'en vais un peu ailleurs. Je plonge dans votre spécialité aussi de connaissance fine de la population de notre territoire. Vous nous avez parlé d'indicateurs d'accessibilité piétonne, puis dans mémoire, il y a d'autres indicateurs que vous proposez, notamment sur l'exposition des groupes vulnérables au verdissement, avec plein d'éléments. En fait, si je comprends, il y a plein de sous-indicateurs qui peuvent créer des indices, c'est un peu ça l'idée. Puis plein d'éléments que, en tout cas, au niveau ville, j'ai jamais vu ça. Ma question est toute simple. Avez-vous déjà ces données-là quand des indicateurs que vous nous proposez là, dans votre mémoire? Est-ce que ce sont des éléments qu'on trouve facilement que vous avez déjà? Par rapport aux indices d'accessibilité piétonne, notamment. Là, oui. Donc, on émet une série d'indicateurs qui peuvent être ajoutés. Là, dans le fin détail, comment construire un indice qui se tient avec des données fiables, là, on n'a pas la réponse parfaite à tout ça. C'est pourquoi on préconise qu'on participe à l'élaboration d'un guide technique pour voir comment tout ça pourrait être conçu de façon cohérente et que ce soit un indice réaliste. Certains de ces indicateurs-là, déjà, est-ce que c'est des informations que vous récoltez déjà? Au niveau de la sécurité routière, il y a des données qui existent, oui, qui viennent d'autres sources, notamment de la SAAC. Ça, c'est un exemple là, du ministère des Transports, si je ne me trompe pas. La sécurité urbaine, donc l'éclairage, la signalisation au niveau des villes, il y a ces données-là qui existent. Donc, je pourrais passer ça en revue, là, mais oui, il y a moyen d'obtenir des données qui, le niveau de fiabilité, puis tout ça, faudra en discuter avec vos partenaires, mais oui, elles existent, les données. Souvent, il y a plein de sources de données, elles ne sont pas nécessairement mises en relation les unes avec les autres, puis il n'y a pas un dépositaire de l'ensemble de ces informations-là. Fait que je pense qu'à partir du moment où on décide collectivement où on veut aller, on peut répertorier ces sources-là, les faire se parler entre elles, puis arriver à mieux suivre le développement qu'on souhaite préconiser. C'est ce à quoi on invite les partenaires. Merci. En fait, oui, mais moi aussi, c'était sur l'accessibilité piétonne, puisqu'on le PEMAD, on a un échéancier quand même assez restreint là, pour arriver à la dernière version. Comment est-ce que, je comprends qu'il peut y avoir des guides là, qui pourraient être élaborés par la suite, mais dans le cadre du PEMAD, avec est-ce que vous auriez
mécanismes qui pourraient être intégrés dès maintenant pour valider l'accessibilité piétonne? J'aime le défi, là, mais oui, je dirais, il y a certainement là, une rencontre à plus court terme avec des collègues là, qui connaissent différents éléments plus précis là, des indicateurs qui sont proposés, mais il y aurait de quoi sortir là, avant que le PMAT soit adapté officiellement. Là. Il y a une ouverture de notre part là, à réfléchir avec vous là, sur comment bonifier cet indice à court terme. Effectivement, on ne pensait pas nécessairement que ça serait réalisé avant le dépôt du plan, mais si jamais il y a une volonté d'arriver avec quelque chose de plus précis dans le document même, certainement qu'on pourrait mettre à la contribution des équipes de santé publique. Merci beaucoup. On parle beaucoup de cibles, comment s'y rendre, comment suivre, comment voir l'évolution. Je pense que c'est aussi un dada de la CMM, M. Lézé. Oui, en fait, merci aux organismes qui sont venus présenter ce soir. Je voulais ajouter un commentaire plus général. Maintenant, avec la nouvelle loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dorénavant, la pratique pour évaluer les plans métropolitains et les schémas d'aménagement, il est prévu d'avoir un système de monitorage national. Donc, c'est en parlant français, un game changer. Donc, pour la première fois, on va avoir un système de monitoring avec des indicateurs, des cibles, perfectionner les indices et tout ça. Il y en a déjà dans le PMAT dans cette mouture-là. Ce qui est important de retenir, c'est que la CMM est probablement un des pionniers dans le système de monitorage depuis l'adoption en 2011 du premier plan. Et on va voir les choses différemment dans beaucoup de ce que vous avez amené aujourd'hui. Une fois que le PMAD, s'il n'est pas parfait avec l'adoption rapide vers la fin de l'année pour une mise en vigueur du gouvernement en janvier, mais la fin 2025, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a un système de monitorage qui va permettre, et la CMM de maintenir le rythme d'évaluation des indicateurs aux 2 ans, et non pas de 4 ans par le gouvernement. On pourra ensemble évaluer le chemin parcouru, ajuster les cibles si nécessaire, amener d'autres indicateurs. Donc c'est un chantier qui va être en continu et qui devrait permettre à l'ensemble des groupes de la société civile et des municipalités de faire les ajustements nécessaires par rapport à ce qu'on a fixé comme objectif dans ce PMAT-là. Donc, vos suggestions sont intéressantes. On a déjà fait un bon bout de chemin. Et c'est en continu. En fait, la message que je vous laisse, c'est que nous sommes en continu maintenant. Ce n'est pas un document figé. Si les cibles ne fonctionnent pas, bien, on va les regarder à la CMM, avec les villes et les MRC, et on va faire des ajustements nécessaires. Je dirais que c'est la plus grande contribution actuellement de la loi. On peut avoir quelque chose qui s'ajuste à la réalité. On a fait 10 ans. Merci beaucoup. Merci, M. Lézé. Merci à nos 2 présentateurs, nos 2 groupes qui ont présenté ce soir. On va maintenant procéder à la période de questions et d'échanges. Alors, j'appelle le micro cette fois-ci. Il s'agit de la Coalition Mobilisation citoyenne environnementale de Laval. Nous sommes tous. Oui. Avant de commencer, je voulais juste savoir, parce que j'ai communiqué avec la CNM, je crois, la personne, puis ils m'ont dit que on n'avait pas eu le temps de faire notre mémoire avant le 16. Donc, on a réussi à budgéter quelque chose. J'avais quelques points à présenter. Mais je ne sais pas si ça peut se faire sous forme de questions. On m'avait dit que c'était possible, mais là, je pense qu'il y a 2 heures de questions. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est possible. Par souci d'équité pour tous ceux et celles qui ont présenté. Ça ne me dérange pas de laisser tout le monde poser leurs questions avant. En fait, si c'est pour nous présenter un mémoire, alors que vous n'êtes pas inscrit pour la période de mémoire, il y a beaucoup de gens qui ont dû refuser parce qu'ils n'étaient pas inscrits dans la période dite. Donc, pour souci d'équité par rapport aux gens qui n'ont pas pu présenter leur mémoire, mais je vous permettrai de poser des questions. OK. Je vais essayer de le faire sous forme de questions. Et vous pourrez déposer votre mémoire après, on portera tout le regard
nécessaire à l'attention au On moment est limité en nombre de questions. Je vais avoir quelques questions. Merci. Tout d'abord, je me présente, Jonathan Tremblay, de la Coalition Mobilisation citoyenne environnementale de Laval. C'est un organisme qui a été créé depuis 2001. Je vais y aller, c'est sûr, dans une approche plus citoyenne, malgré que nos réflexions au sein de la coalition, on partage souvent nos réflexions en fonction des recherches, mais aussi d'urbanistes et de biologistes qui collaborent avec nous, et aussi parfois aussi des professeurs d'université. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est la coalition, en fond, on a plusieurs groupes citoyens, 12 groupes. Je vais y aller très rapidement. Vigile, les Amis du Bois de Naples, les Amis du Bois d'Auteuil, Mobilisation Bois de l'Équerre, la bâtiment protégé, Saint-François, écosystème de résilience pour les terres cultivables, groupe Saint-François, zonage agricole cultivable, parc Sentier des Bois, un parc à l'ouest, le Boisé Papineau, les Amis du Boisé Papineau, le Boisé du Ruisseau d'Arbre, les Amis du Boisé Saint-Sarin-Ouest, les Amis du Boisé Saint-Antoine, puis protégeons les espaces verts des gosses. On a environ 115 000 abonnés sur nos pages et groupes publics. Nos orientations sur la protection des milieux naturels, des espaces verts, des milieux agricoles, mais aussi la restauration et de l'accès à la nature. Puis on sensibilise pour l'environnement aussi, l'éducation à la nature, puis pour la justice, la démocratie, également concernant l'aménagement du territoire. Ma première question, je vais y aller, c'est en ligne. Nous, quand on se présente, souvent, en fond, au conseil municipal, comme j'ai dit, je vais aller dans une approche citoyenne, on demande, souvent j'ai entendu, moi personnellement, souvent j'entends les citoyens dire on a perdu notre boisé de proximité. Puis on est très malheureux de cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça pour arranger. Souvent on se fait dire désolé, le propriétaire est en droit. L'enfant a son droit, puis on ne peut pas rien faire. Puis on s'est amené à se poser la réflexion, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que citoyen pour que ça se reproduise? Qu'est-ce que les élus aussi peuvent faire? Puis on s'est orienté vers la priorisation du développement durable et de la gestion des terrains. C'est un des enjeux les plus importants. Je l'explique, c'est que présentement, je pense que la CLM doit identifier adéquatement les terrains qui sont soit des stationnements à réexploiter, sous-utilisés, ou les terrains vacants. Puis ces terrains-là, souvent, nous, sont mal identifiés ou quoi que ça, fait qu'on se dit, bon, on n'exploite pas ces terrains-là avant les lieux qui sont en terre publique ou privée, qui sont boisés. Fait qu'on peut se permettre de développer, vu qu'ils ont son droit acquis, on va quand même permettre au développeur de déposer son plan, puis permettre de développer un terrain boisé, même si on a des belles stratégies pour redévelopper des stationnements. Votre question. Ma question. Oui, bien, dans le fond, on souhaite savoir si la communauté métropolitaine peut identifier finalement, mieux encadrer ou aider les municipalités finalement à identifier ces terrains-là pour pouvoir s'assurer que ces terrains-là vont pouvoir donner finalement la possibilité de développer sur un horizon 20, 30, 40, 50 ans. Puis, si on permet, finalement, est-ce qu'on peut justement identifier ces terrains-là pour limiter l'étalement urbain, puis être en lien avec, excuse-moi, les objectifs finalement de la scène. Excusez-moi, j'étais un peu perdu à la fin de ma réflexion. Est-ce que ce sont des outils d'identification ou des outils de protection que vous c'est parce que présentement, on peut soutenir la projection démographique, peut-être juste avec des terrains qui seraient le long des boulevards ou bétonnés, si on veut le dire. Puis présentement, on peut utiliser pareil des terrains boisés, même s'il y a d'autres terrains qu'on peut exploiter avant de s'attaquer à ces terrains-là. On a comme, je peux dire, des villes innovantes comme Boucherville qui ont commencé à prioriser certaines zones urbanisées.
puis dire, ben, au propriétaire, oui, vous pouvez développer, mais ça se peut que ça soit juste dans 20, 30, 40, 50 ans. Parce qu'on n'est pas rendu là encore à détruire nos milieux naturels. Puis je trouve ça, c'est une approche innovante que Boucherville a fait. Puis je pense qu'on pourrait l'appliquer dans nos milieux très urbanisés, surtout dans le sud du Québec, où que les milieux naturels sont très importants à protéger, surtout dans la partie sud. Puis dans les grands centres urbanisés, un peu comme la Montréal et Montréal. Aujourd'hui, justement, on prend bonne note. Il y a un procès-verbal très détaillé de toutes ces suggestions, de ces questions-là, et qui vont nous permettre justement de réfléchir. On ne peut pas donner de réponse en tant que telle ici aujourd'hui, mais s'il y a des questions de précision, des commentaires de nos commissaires, je vous laisse la parole. Oui, mais j'ai peut-être une question. On parlait de Boucherville, on parlait du parc national des îles de Boucherville, par la création du parc national pour bien protéger non, je pense que leur plan d'urbanisme qui permet des horizons de développement sur 10, 20, 30 ans, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher ces terrains-là, mais peut-être juste dans 20, 30 ans, si le développement est nécessaire avant de s'attaquer à cette année. Je vous laisse une autre question. Ben, je vais revenir, mais c'est résistant. En fait, je vais y aller, je pense, ce plus important qui manque dans le paiement, c'est peut-être une approche plus pour aider les municipalités dans les 4 municipalités, comment s'ajuster ou prendre pour les consultations publiques, finalement, la participation citoyenne. C'est-à-dire que c'est un élément très important dans l'aménagement du territoire, parce que c'est avec ça qu'on a le sentiment d'appartenance, puis qu'on va s'impliquer avec les municipalités pour pouvoir améliorer les projets, puis que c'est des projets qui nous inspirent, entre autres, des bâtiments verts qui vont, ou une meilleure gestion de certains territoires, bien, ça va être plus inclusif. Puis ma question par rapport à ça, c'est que souvent, les municipalités, dont Laval, c'est pas toujours super bien encadré, parce que souvent, toutes les consultations, par exemple, peuvent se passer pendant les fêtes. Pourrait aussi manquer des questions, on n'a pas de réponse à nos questions à temps ou juste à la fin de la consultation. Puis ça a été soulevé, entre autres, dans la consultation qu'on a faite pour la Cité du cinéma, entre autres. Il y a plein d'organismes qui ont dénoncé le processus de consultation. Je pense que c'est une question qui s'adresse plus peut-être aux... Non, mais excuse-moi, ma question, je veux pas attaquer non plus la ville, je juste dire mon expérience. Mais, dans le fond, ma question, c'est qu'on peut aider les municipalités, finalement, à obtenir des institutions crédibles, surtout les plus grandes municipalités avec une grande population, comme le BAP, l'Office de la consultation publique. Puis également, peut-être aider les municipalités, même qui soient moins grandes, finalement, à venir mieux parler de ces consultations-là pour qu'on se sente vraiment impliqué, puis qu'il y ait une notion, comment je peux dire, que les citoyens, ils ne se sentent pas, comment je peux dire, pris, puis qu'ils ne participent pas à la décision. Fait que c'était ça, dans le fond, la question. Peut-être un commentaire, c'est-à-dire que c'est encadré par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tous les changements au schéma d'aménagement. Donc, c'est la loi qui encadre les processus de consultation. Donc, c'est pas vraiment le que ce soit inclus dans le paiement. C'est ça peut-être. Bien, dans le fond, je vais expliquer, parce que dans le fond, les municipalités, oui, ce qui est encadré par la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, la santé publique. Toutefois, les municipalités peuvent adopter une politique de consultation publique, comme l'a fait Laval en 2021 pour Repensons Laval. Puis ça, c'est où on peut inclure des grands projets, entre autres, comme la Cité du cinéma, comme ça peut être celui-là, ou d'autres grands projets. Donc, si on aide les municipalités avec ce type de consultation-là à être plus proactif sur le terrain et inclusif avec les citoyens, je pense qu'on aurait un très grand gain là, pour que tout le monde soit content. Je me permets d'ajouter, au niveau du paiement, on ne traite pas des
paramètres de consultation publique en soi. Par contre, on a quand même mis des dispositions de demande au MRC aux villes de faire des planifications détaillées et intégrées de différents milieux pour, quand ils vont faire le développement, que justement il y ait une concertation locale qui soit faite avant que les plans, par exemple, soit ce soit le plan d'urbanisme, le plan particulier d'urbanisme, un plan, une vision stratégique vraiment pour développer un secteur, qu'il y ait une discussion qui est faite avec la communauté. Donc, on ne détaille pas comment faire cette consultation dans le primaire parce que ce n'est pas l'outil pour le faire, mais on demande au MRC et aux villes de prévoir une planification détaillée qui va mener à ces exercices de consultation d'avenir. Ok, super. Je sais qu'il existe des guides à ministère des Affaires municipales, mais je pense que ça peut se faire aussi au la CNM. Merci. Merci beaucoup. J'ai d'autres questions, je vais laisser les autres citoyens répondre. Vous pouvez les envoyer Oui, vous avez jusqu'au 16. Oui, exactement. Jusqu'au 16. Je vais vous faire parvenir vos commentaires ou votre mémoire si jamais. Peut-être ajouter, j'ai aussi un chapeau de responsable de participation citoyenne à la ville. Donc, quand on dit mémoire, là, ça peut faire intimidant. Ça peut être tout simplement un document Word avec des questions. Ça compte. C'est aussi C'est pas mémoire de maîtrise. Non, exactement. Là, donc, tout type de questions, commentaires est valide. Donc, n'hésitez pas jusqu'au 16 décembre. Maintenant, j'appelle au micro l'organisme Rue Publique. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Sylvie Dépouille. On fait au public, aujourd'hui c'est moi. Mais comme il dit non, pour l'organisme, la route comme espace public, c'est vraiment notre créneau. Donc je vais surtout parler de la mobilité. Et aussi notre avantage de la rue comme espace public, c'est un des seuls leviers que vous pouvez contrôler. On a des défis avec la planification. On peut planifier tant qu'on veut, mais il y a toutes sortes de routes. Pour réaliser ces plans, ça prend l'engagement et l'investissement d'autres et qui sont hors de votre contrôle. Donc la route, c'est une des seules choses qui vous avez une certaine mesure en contrôle. Et ça, c'est le premier point. Je crois qu'à Montréal, on a déjà fait un travail pour évaluer comme l'allocation d'espace de route, un pourcentage, combien de piétons, combien de cyclables, etc., combien de stations. Et je crois qu'à l'échelle de toutes les séries, comme on a regardé toutes les tronçons de route, partout à Montréal, on a créé des mesures, comme c'est pas l'allocation d'espace dans ces endroits-là. Et je trouve que ça pourrait être généralisé à l'ensemble des séries. Ça serait une information très pertinente pour les efforts au futur. Vous voulez dire l'identification de. L'allocation d'espace de rue. Comme il y a alloué au vélo, au piéton, au transport. Juste devant le composé devant chez ici, comme il y a une empreinte, je ne sais pas quelle est la largeur dans 100 mètres, combien d'espace il y a aux cyclistes, combien de piétons, combien de stations, etc. Donc c'est ça en général, il y a des endroits qui sont plus pour la circulation, il faut miser sur la séparation entre les différents usagers, comme pour favoriser une espèce de route complète. Comme il y a l'espace dédié à certaines places, mais dans les lieux résidentiels, donc on trouve beaucoup à Laval, par exemple. Là, on peut chercher des meilleures approches pour partager l'espace de manière plus saine. Et à Laval, déjà, on voit souvent qu'ils ont fait des pistes multifonctionnelles. Comme il y a des quartiers qui n'ont pas de trottoir du tout. Donc, on a fait des pistes multifonctionnelles pour créer un espace pour les piétons et les cyclistes à la fois, qui est excellente et ça marche très bien. Et le surplomb, ça disparaît pour l'hiver. Beaucoup des pistes cyclables qu'on fait à Laval et à Montréal, ils sont plus présents dans l'hiver. Et je trouve que dans le PMA, ça serait intéressant d'indiquer qu'on ne peut plus faire des aménagements qui disparaissent pour l'hiver. Comme on n'a pas de route pour l'hiver, il ne faut pas retirer l'aménagement pour les cyclistes ou les piétons pour l'hiver. C'est vraiment un point comme. J'attends pas que ça soit énergie en priorité nécessairement, mais on ne peut pas laisser ces espaces se vivre résidentiel, ça va devenir une station. Et pourquoi il y a une station pendant l'hiver et on n'a pas le reste de la saison? Donc l'autre point que j'ai mentionné en ce qui concerne les indicateurs, vous avez déjà parlé le CNM, il possède déjà des données sur le nombre de véhicules par différents secteurs de la ville, qui est excellent.
Il serait intéressant d'avoir ces données-là pendant le temps. Ce n'est pas l'évolution de ces données pendant les années. Et encore mieux si on peut voir dans les théâtres, est-ce qu'il y a certaines tendances qui dégagent. Comme on sait qu'à Montréal, par exemple, le nombre de véhicules augmente plus vite que les résidents. À la base, je ne sais pas. Ça, c'est des données qui on peut changer ces tendances-là. Le nombre de véhicules augmente plus vite que la population en général. Et comme les éléments de cru ont aussi indiqué, ça c'est encore mieux si on avait des données sur les distances par rapport au véhicule. Et ça, c'est intéressant à l'échelle du Québec. Chaque fois que tu fais l'indication d'un véhicule, si tu fais un lecteur de kilométrage sur le véhicule, ça ne sera rien, comme il n'y a absolument rien de nouveau à créer, ça ne prend aucune technologie, juste savoir quel est le kilométrage par kilomètre par le véhicule. Cette information, c'est tellement précieux pour savoir est-ce que nos politiques réduisent les quantités que les gens se déplacent. Actuellement, on ne sait pas. Donc, il y avait plusieurs points dans le paiement qui parlent des piétons. Il y en a déjà, il y a des différents types de mesures. Il y a déjà dans le paiement de travail écologique pour développer des choses. Comment on défie avec les piétons, c'est vraiment des barrières qui empêchent à traverser des endroits. Donc, si, à mon sens, c'est vraiment critique à penser en réseau. Comme des réseaux, c'est connect et même avec une perméabilité parfois plus facile pour des piétons que pour d'autres véhicules. Mais actuellement, à la base, lorsqu'on a un arrêt de bus, par exemple, sur une artère, et généralement, ces artères ne sont pas du tout confortables à marcher. L'arrêt de bus est nulle part. Même si vous êtes près d'une station de centre d'achat, comme c'est pas du tout confortable l'arrêt en soi, ni de traverser le vaste terrain de stationnement pour se rendre à la destination. Donc, est-ce que vous pouvez dégager des mesures qui reflètent un peu le taux de disconfort en fait, pour des piétons et aussi des collectivités? Donc, vraiment, il y a beaucoup de quartiers qui sont développés comme coup de sac pour des voitures, qui est bien. Mais est-ce qu'il y a des perméabilités pour des piétons? Et comment mesurer, comment savoir, comment mesurer, est-ce qu'on peut développer des index qui démontrent au niveau qui en favorise l'accès pour les piétons et les cyclistes? Donc, d'autres groupes ont mentionné un peu de stationnement. Ça, c'est vraiment un sujet qui est vraiment très encore pour moi. J'ai fait mon thèse de doctorat justement sur l'application de stationnement, comme dévier des gestions des demandes de déplacement. Et je crois là-bas, il y a énormément de potentiel d'utiliser le stationnement comme des nouveaux développements pour vraiment changer les habitudes de déplacement. Moi, ça fait des années que j'essaie de pouvoir ce que j'appelle stationnement communautaire. C'est structurer le stationnement d'une autre manière, pour me concentrer le stationnement de moyens dans l'endroit, qui sera, c'est déjà fait dans les écoquartiers. Dans le point d'entrée dans un nouveau quartier, le stationnement est à le point d'entrée. Et on peut aussi concentrer aussi des bornes de recharge, des services du quartier, comme le compostage, le recyclage, etc. Et créer un milieu de mobilité. Et ce que je trouve il y a énormément de potentiel à Montréal ou dans la région, c'est gérer ça comme un coopérative. Comme actuellement, ça ne marche pas parce que la valeur foncière fait de sorte que ça coûte très cher en construire une structure de stationnement. Et les taxes aussi sont très chères. Donc, ça, c'est pas viable. Comme vraiment, ça va nécessiter comme une certaine clarification pour l'usager, et ça serait trop lourd. Mais à ma connaissance, au Québec, on permet aux PME qui possèdent des bâtiments à ne pas payer des taxes. Est-ce que cette structure-là peut être appliquée pour une structure de stationnement? Je dirais ça comme une coopérative pour les fins de tous les secteurs. Et on peut avoir comme une tarification sociale, par exemple, des logements en situation de développement, etc. Et aussi, on peut donner des incitatives à encourager les personnes à ne pas utiliser des voitures, donc soutien des voitures qui utilisent plus quelque part par mois, ça soit moins cher. Il y a toutes sortes des choses comme ça. Et actuellement, notre système est vraiment, le stationnement est géré soit privé, chez vous, ou dans le sous-sol d'un logement, soit c'est privé, au coût du seul. Donc moi, ce que je suggère, ça serait géré d'une autre manière.
En premier, il faut y penser. Et aussi avoir des données sur combien de stationnements existent, sur où et sur partout. Et aussi là, on peut jouer peut-être ta question de surface de stationnement aussi. Comme encourager des centres d'achat qui possèdent des stationnements, rendre ces cases-là chères. Donc, si le retire des cases de stationnement peut améliorer l'accessibilité, par exemple, donc si vous faites comme une voie à l'intérieur du stationnement et au retire du stationnement, ils vont avoir un intérêt à faire ça, pour améliorer l'accès pour les piétons. Comme créer comme des leviers qui touchent, qui donnent l'initiative à changer l'orientation de ces espaces-là. Bon, je pense que j'ai parlé assez. Merci beaucoup. Est-ce que, en ce qui concerne les indicateurs de confort piéton, est-ce que M. Pézani ou Mme Pelletier aurait piste de... Justement, pour les indicateurs d'accessibilité piéton, on travaille avec le corps logique pour établir ces indicateurs-là, vous l'avez mentionné. Mais je trouve que vous avez soulevé des points très intéressants à pousser davantage ces indicateurs-là pour voir comment on pourrait les modifier. Donc, c'est des choses que j'ai pris en note pour regarder avec l'équipe et qui, je pense qu'avec les exercices de monitorage que M. Zeni a présenté plus tôt, là, ça va nous permettre d'évaluer aussi si nos indicateurs, on les suit comme il faut, puis qu'est-ce qu'on peut modifier, puis après ça, de cibler des actions avec les résultats que ces indicateurs-là vont nous donner à travers les années pour s'assurer qu'on atteint un type global, qu'on tient bien le paiement, mais après ça, travaux précis, je pense que c'est intéressant à suivre. Merci. L'autre point que j'ai oublié, peut-être que ça serait intéressant, on fait regarder des zones d'école. On fait en général avoir dans le bilan faire attention à la cour aux zones d'école pour voir comment les gens s'y rentrent et est-ce qu'il y a un changement de ces tendances-là. Est-ce que les gens arrivent à pied, en transport actif ou en voiture, en bus, etc. Et regarder ça à travers le temps, à travers les interventions, est-ce que c'est efficace ou pas. Il y a même des bidules qui ont été publiés pour mesurer, capter justement les piétons, cyclistes et véhicules. Ça peut être intégré dans les plans de mobilité locaux. Peut-être une portée plus locale. Mais je vous remercie beaucoup de votre présentation et vos commentaires et vos questions seront intégrées dans nos réflexions. Merci beaucoup. Maintenant, j'invite au micro Canopé. Bonsoir. Caroline Garceau pour Canopé, le réseau des bois de Laval. Je suis contente d'être ici devant vous ce soir, malgré le fait que notre mémoire n'est pas encore prêt. Vous allez recevoir avant la mi-décembre comme prévu. C'est ça. Par contre, les grands esprits doivent se rencontrer parce que j'ai eu beaucoup de commentaires qui recoupent exactement ceux de mes collègues du Creux. On n'est pas vraiment surpris. Hein. On vient de la même frange, je dirais, de la société civile. Alors, on a des idées communes pour beaucoup de choses. Entre autres, la question des friches. On est 100% d'accord avec l'agriculture locale chez Canopé, mais le problème des friches, les friches sont un petit peu considérées actuellement comme étaient autrefois des milieux humides. Autrefois, on se rappelle tous quand on était jeunes, en tout cas moi, les cheveux blancs, je me rappelle que les milieux humides, c'était des swamps. C'est pas quelque chose d'utile. On sait maintenant. Ouais, on sait maintenant à quel point ils sont utiles. Et les friches sont un peu comme ça présentement. C'est considéré ou bien comme un endroit à construire ou bien comme un endroit à cultiver. Mais on ne voit pas la valeur écologique. Et je pense qu'il faut les prendre en considération parce que les friches, c'est dans les milieux naturels qui diminuent comme peau de chagrin dans le sud du Québec. Il y a quelqu'un qui a posé la question, je pense que c'est M. Barnett qui a posé la question, à savoir qu'est-ce qu'on considérait comme une friche d'intérêt. Pour compléter les commentaires de ma collègue Diane Ducreux, je pourrais vous dire qu'on pourrait prendre en considération trop la taille de la friche. Quand la friche est assez grande pour supporter une population de couleuvres tachetées ou de couleuvres brunes. Aussi, quand la friche est assez grande pour permettre l'établissement d'oiseaux de proie. Les friches, c'est vraiment le garde-manger des oiseaux de proie. Si on veut avoir une structure alimentaire dans nos écosystèmes complets, il faut aussi avoir ces espèces-là et les friches leur sont utiles.
Puis l'autre critère important peut-être à considérer, c'est quand une friche est contiguë à un autre milieu naturel. Une friche qui touche une forêt, une friche qui touche un milieu humide, on se retrouve avec la zone tampon entre les deux, qu'on appelle dans notre jargon professionnel, nous, l'écotone. Et c'est là qu'on a l'écotone, c'est la jonction entre deux types de milieux différents. C'est là qu'on a la plus grande biodiversité. Puis avoir beaucoup de biodiversité, c'est pas juste le fun d'avoir des chiffres à cocher, mais c'est aussi que ça permet le support, de maintenir le support de nos services écosystémiques qui sont rendus par les écosystèmes. Et là, ça m'amène à l'autre chose au niveau de la restauration des écosystèmes. Si on a beaucoup de petits écosystèmes, beaucoup de petits milieux naturels, on va avoir peut-être le 30% de conservation de milieux naturels. Mais on a aussi besoin de grands écosystèmes, parce que dans les grands écosystèmes, on se retrouve avec ce qu'on appelle l'habitat de cœur forestier. Puis dans le cœur forestier, autant qu'on a des espèces qui ne vivent que dans les friches, autant que dans le cœur forestier, on a des espèces qui ne vivent que là. Donc, si on a juste plein de petits morceaux, c'est le fun parce que les citoyens sont capables de s'y rendre, c'est proche de chez eux, mais on a aussi besoin des grosses tâches. C'est ça, c'est important de prendre ça en considération aussi dans l'analyse globale. Et ça m'amène à l'autre chose qui était la question des corridors de la connectivité entre tous ces milieux naturels-là. Elle est mentionnée dans le texte. On parle de la trame verte et bleue du Grand Montréal, de mettre en réseau les parcs, mais nulle part il y a de cible qui nous dit comment ça va être fait. Je pense que ça, c'est un problème parce qu'il y a deux choses qui font baisser la biodiversité dans une région. C'est la perte de canopée quand on est clairement en dessous de 30%, mais aussi la perte de connectivité entre nos grands massifs forestiers. Quand on est chanceux à Laval, on a encore de ces grands massifs-là. Il faut essayer de les conserver, éviter de les morceler. Puis bon, je conseille de faire ça vite là, pour vous faire un cours sur le cœur forestier. Là. Je pourrais partir longtemps. Et ça m'amène à l'autre question. J'ai vu qu'au niveau de la conservation, on parle de conserver 30% de milieux naturels. Là, c'est une question que j'ai. Est-ce que ça veut dire que c'est 30% sur l'ensemble du territoire de la CNM ou c'est 30% par municipalité? OK. La santé de notre population est liée à la proximité des milieux naturels. Fait que si à côté de chez moi, j'ai 500 mètres carrés de milieux naturels qui est à 300 mètres de marche, oui, j'ai un milieu naturel, mais dans le temps de dire, il va être rempli d'herbe à puce, il va être rempli d'herbe brune, et il ne sera pas vraiment agréable à fréquenter. Fait que peut-être qu'il faudrait être un petit peu plus ambitieux. Je suis comme ça, mais enfin, vous lirez ça dans notre mémoire de décembre. Mais c'est ça, ça nous préoccupe beaucoup, cette question-là. J'aimerais comprendre, on voit la qualité de ces... Tu dis, bon, il y a un envahissement de nappe brune. Quand le milieu est très, très petit, on a beaucoup plus d'espèces exotiques envahissantes qui risquent de pénétrer dans le milieu. Il y en a quand même dans les grands milieux, mais c'est plus difficile de maintenir un habitat puis un écosystème qui fonctionne bien. Ça, on a beaucoup de petits milieux, on va se retrouver avec beaucoup de verre, mais pas nécessairement du verre de qualité. C'est ça, qui ne répondront pas nécessairement aux services écosystémiques qu'on a besoin. Puis, quand je parle de services écosystémiques, je ne parle pas juste au niveau de la santé des gens, puis de la fréquentation du milieu, de leur santé psychologique, de leur santé physique, mais je parle aussi de la captation des eaux de pluie, puis tout ça. C'est important d'avoir des écosystèmes en santé si on veut que ces infrastructures vertes-là fassent leur job d'infrastructure. C'est plus clair, merci. L'autre question que j'ai, c'est le pourcentage de canopée. On vise le 3-30-300, 3 arbres visibles de la maison, 30% de canopée près de chez soi, puis 300 mètres. Moi, je trouve ça extraordinaire. Personne n'est contre la tarte au pas, on s'entend. Mais la question que j'ai, c'est on vise 30% de canopée à ces endroits-là, mais il n'arrive pas sur l'ensemble du reste du territoire. On a beaucoup de quartiers à Laval où on a déjà 30%. En tout cas, chez moi, il y a 30% dans les arbres, il y a 30%, il y a beaucoup d'endroits. Mais les quartiers industriels, où il y a 20 degrés de différence au sol par rapport au mois d'équerre, en plein mois de juillet, est-ce que c'est 30% de canopée qu'on vise sur l'ensemble du territoire de Laval? Ou là encore, c'est sur l'ensemble de la CNN? On vise un 35% sur l'ensemble de la CNM et
et on vise 330-300 dans notre quartier qu'on redéveloppe et qu'on développe. Et le but de faire le suivi du monitorage, c'est justement d'identifier les poches où on a une faiblesse comme les quartiers industriels, qu'on va combiner avec, on a aussi une carte qui identifie les îlots de chaleur. Je ne l'ai pas présenté dans le bulletin que j'avais, pour justement identifier les secteurs les plus critiques pour concentrer nos efforts. Donc, dans l'exercice de monitorage, on va concentrer nos efforts sur les secteurs les plus sensibles. Mais on a comme un double cible dans le canopé. On a une cible métropolitaine qui est de 35%, puis on a une cible qu'on veut pour le redéveloppement des nouveaux quartiers d'avoir des principes de base qui est de 3,33%. Bien, comme pour le 30% de milieu naturel, je vous dirais que l'avantage de ça, c'est de l'avoir près de nos citoyens. Hein. Les citoyens, ils bénéficient de la santé, pour leur santé, d'avoir les arbres près de chez eux et non pas à Saint-Jérôme quand on reste à Laval. D'une part, il y a ça, mais d'autre part, je vous dirais qu'il y a comme un problème d'équité à mes yeux. On risque d'imposer à des petites municipalités qui se sont moins développées dans le passé, les municipalités des couronnes un petit peu plus éloignées de Laval et de Montréal, de devoir contribuer plus au pourcentage de canopée que au pourcentage de milieu naturel pour atteindre le 35% dans la CMM. Je trouve qu'il y a un enjeu là qu'il faudrait peut-être, excusez-moi l'anglicisme, il faudrait peut-être adresser. Dans le document complet, en plus de la cible globale, on a des cibles par secteur. Donc, on a différentes cibles par secteur qui viennent décomposer pour essayer d'immuniser. Je prends note du commentaire qui est un commentaire très pertinent. On a essayé de donner des cibles quand même par secteur pour prendre en considération de gros parties. Il y a des secteurs qu'on part de plus bas. Tout le monde est conscient de ça. Donc, ça nous permet aussi de suivre plus précisément au lieu d'avoir juste la cible. Je vous avoue que je n'ai pas fini de lire les 297 pages, pour ça que la mémoire n'est pas écrite. C'est ça. Fait que on va regarder ça attentivement. Là, j'ai pas. Pardon? Je suggère de consulter, on va vous envoyer des indicateurs plutôt du Grand Montréal. Oui, OK. Vous allez avoir des années des composants. Monsieur Liedzini sur la page. Je fais ça vite, là. Je l'interromps sur la page, je participe dans les documents, vous avez un lien qui montre les cibles spécifiques du paiement en lien avec ces données-là. Parfait. C'est vraiment plus précis. OK, merci beaucoup. Puis là, j'ai comme 3 questions. Je fais ça vite, parce que j'ai eu des réponses dans les questions. Ça concerne l'univers agricole, parce qu'on a beaucoup de bois à Laval qui sont dans la zone agricole. Vous avez mentionné tantôt dans votre présentation ultra rapide qu'il y avait des critères d'autorisation pour obtenir des activités non agricoles en zone agricole, puis moi, je n'ai pas réussi à les lire. Il n'y en a pas, vous n'avez pas? En fait, on vise à protéger la zone agricole, on ne veut pas d'activités non agricoles. Les paramètres qu'on a identifiés, c'est par exemple, on a le périmètre métropolitain, on a certains secteurs qui sont en zone blanche, qui sont entre le périmètre métropolitain et la limite de la zone agricole. Donc, par exemple, si quelqu'un voulait modifier la limite du périmètre métropolitain pour venir englober ces terrains-là, mais là, on a une liste de critères à respecter pour que nous, de notre côté de la semaine, on analyse la demande pour vérifier si ça concorde avec l'ensemble des autres critères. On a un des critères qui est vraiment le respect de la limite de la zone agricole. OK, parfait. C'est pas le problème n'est pas dans la limite, c'est dans l'autorisation non agricole en zone agricole. Vous n'avez rien là-dessus. Parce qu'on a comme des boisés, je pense au bois Sainte-Dorothée, qui est dans la zone agricole permanente et qui a une tolérance d'utilisation hivernale, mais qui n'a pas d'autorisation encore pour avoir un usage à l'année, quoique aller là au mois de juin, c'est vouloir se faire manger tout rond par les maringouins. Mais c'est ça, ça reste quand même que dans les démarches éventuelles d'obtenir une autorisation permanente, il n'y a rien qui limite ou qui encadre ce genre d'activité-là. Parce qu'il y a juste un petit paragraphe qui dit qu'on favorise la protection des milieux naturels dans les zones agricoles, mais c'est tout, je n'ai vu d'autre. Vous pouvez dire des activités, par exemple, récréatives dans les boisés en zone agricole? Oui, du sport, la raquette. On n'a pas de texte spécifique là-dessus. Je prends un commentaire en note, mais de mémoire, puis là, c'est mon collègue Vincent qui est spécialiste dans la zone agricole. On n'a pas fait cette distinction-là. Par contre, on a dans la disposition de l'orientation 3 qui vise quand même dans des lieux naturels d'intérêt métropolitain à favoriser des activités qui sont compatibles avec la conservation. Oui. Donc, des activités, par exemple, des sentiers de marche, quand sont bien montés, qu'on est sûr de ne pas endommager les lieux naturels présents pour quand même avoir des choses intéressantes et sans. OK.
Puis au niveau du remembrement des terres agricoles, là encore, quand on remembre des terres agricoles qui sont dans des boisés d'intérêt métropolitain, je trouve qu'il y a une petite contradiction peut-être. Pouvez-vous m'éclairer là-dessus? Sur cet élément-là, je n'ai pas d'informations précisément, mais je prends votre commentaire là, puis je vais valider. OK. Bon, moi, je vous mettrai ça par écrit, le reste. La dernière question, c'est on parle d'encadrement de construction dans les milieux naturels, mais c'est assez flou. On les encadre. En fait, c'est pour comprendre qu'on est dans une échelle métropolitaine que les maires vont prendre cette disposition-là pour le raffiner selon leur territoire. Le but, c'est de leur laisser la latitude pour adapter à leur composante naturelle spécifique de leur région. Donc, par exemple, de la rive sud à la rive nord, on peut avoir des milieux naturels très différents avec des réalités très distinctes. Donc, en l'écrivant comme ça laissait la latitude au MRC pour faire des ajustements rendus à leur planification régionale. Peut-être juste de dire qu'on encadre les activités de la construction de façon à maintenir la santé des écosystèmes, la canopée au maximum. C'est parce que là, on encadre, ça peut vouloir dire qu'on encadre puis qu'on rase. C'est Question? Oui. Je reviens sur les friches. Oui. Pour la canopée, c'est clair, on a la science, comme dit le Jean-François mentionné plus tôt. Donc, on a une cible qui est très, très claire. Oui. Est-ce que la science nous donne quelque chose de similaire pour les friches? J'aurais beaucoup envie de vous référer à mon collègue qui travaillait autrefois à l'écomuséum et qui travaille désormais au ministère, qui s'appelle Pierre-Alexandre Bourgeois, qui est un spécialiste des friches et des couleuvres. Je vous dirais que c'est probablement une des meilleures références, mais j'ai plein de références à ce niveau-là que je me ferai un grand plaisir d'envoyer dans le courant de la semaine. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre participation. On va passer maintenant à la Fédération de l'Outaouais-Laurentides. Bonjour, merci de nous recevoir et de faire cette activité. Je vais y aller quand même assez rapidement, donc un peu comme les collègues, là, on est en rédaction de notre mémoire, donc ça sera déposé certainement dans les prochaines semaines. Pour rappel, donc, le territoire de l'UPA Ottawa-Laurentides, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est que bon, notre fédération couvre 4 régions administratives, donc dans le cadre de cette consultation-ci, de la CMM, ça couvre 3 régions. Particulièrement, nous, on a 4 syndicats locaux, donc le syndicat local de Laval, des Basses-Laurentides, de Deux-Montagnes et le syndicat de Tignes-Mirabel qui sont affectés par la consultation qui est devant nous. Donc, vous n'êtes pas sans savoir aussi que, bon, dans le cadre de la CMM, le territoire qui est plus affecté par notre fédération, on parle quand même de près de 2 800 000 personnes, 33% de la population du Québec. Et particulièrement pour le volet agricole, dans le secteur qui est visé par la CMM, c'est 35% des entreprises de la Fédération agricole qui sont dans la CMM, donc à l'échelle de la Fédération. Je vais aller par question pour respecter un peu les paramètres de la discussion. Ça va être assez rapide, vous allez voir, donc je ne prendrai certainement pas tout le temps qui est nécessaire. Tout d'abord, on avait une question à la lecture, mais surtout concernant plus la démarche qui est associée présentement. On se demandait en fait pourquoi le comité consultatif agricole n'a pas été sollicité dans le cadre de ce processus-là. On se demandait pourquoi il y a eu une commission spéciale, peut-être plus sur la forme, puis j'irai peut-être plus sur le fond par la suite. Elle était la présidente de la commission consultative qui siège avec nous, Mme Marie Nadeau, donc qui faisait partie du processus de la révision du PEMAD. OK, donc il n'y avait pas nécessité, selon vous, de solliciter le comité consultatif agricole pour on avait des représentants de chaque commission et de chaque comité. Okay. Donc c'était ça le but de la commission spéciale, c'était d'enrichir avec les présidents, présidentes et vice-présidents de toutes les commissions et de tous les comités pour réfléchir autour de la table des différents enjeux, particulièrement aussi, là, il y a beaucoup de questions des territoires agricoles. Merci. Donc la voix est évidente. Parfait. Vous permettez juste une question de précision, vous parlez des comités consultatifs agricoles au sein des municipalités? Non, c'est la CMM. La CMM. Merci pour la réponse. Bon, question, pourquoi la CMM a se positionné
conditionne pas et n'oriente pas les municipalités sur l'année des 170 hectares en zone agricole qui sont inclus dans le périmètre métropolitain qui est proposé. Particulièrement, on a l'exemple de la gare Sainte-Rose à Laval, qui est comme, donc, qui a quand même des aspects d'un tel, mais qui est quand même visé, donc qui est quand même sur le périmètre urbain. Donc, on demande un peu les insertions comme ça de périmètre urbain sur la zone verte. Donc, c'est quoi un peu le positionnement de la CNM dans le cadre du débat, est-ce que c'est encadré? C'est une volonté d'encadrer ça. Vous parlez des terrains en inclusion dans la zone agricole, parce qu'on a révisé l'ensemble du périmètre métropolitain pour s'assurer de ne pas avoir d'empiètement dans la zone agricole. Ben, nous, on constate que c'est encore le cas. Il y a en fait. En fait, souvent, il y a beaucoup de terrains qui sont de façon très précise. Là. Il n'y a pas d'enjeu à ce que les MRC ou les villes revoient un peu leur périmètre pour s'assurer que les activités agricoles sont redélimitées, mais les activités agricoles en soi ne sont pas incompatibles non plus avec le périmètre métropolitain. On peut avoir des activités agricoles au sein même du périmètre métropolitain. OK. Merci. Mais on pourra faire une double vérification. Au niveau de la limite extérieure, on a vraiment fait un travail de ménage. Mais si à la l'école, on va faire un ménage pour ouais, on va peut-être s'écrire en relation avec notre expert à la maison. Finalement, peut-être dernière question. À la lecture rapide du projet, on se demandait pourquoi la CNM n'exige pas des MRC et des municipalités l'adoption d'un cadre plus rigoureux pour gérer les usages non agricoles en zone agricole. Puis, ce qu'on constate aussi beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de municipalités, de MRC qui avalisent des projets dans la zone agricole et qui laissent un peu le dessus de la décision à la CPTE. Ce qui fait en sorte qu'il y a un très grand volume de dossiers à gérer. Donc, on se demandait un peu s'il y avait une volonté par ce projet-là d'un peu mieux peut-être encadrer justement ce genre de projet qui sont déposés à la CPTE. On a réitéré le critère de respect de la limite de la zone agricole pour justement avoir un critère clair et net sur les activités non agricoles en zone agricole. Je prends note de votre commentaire pour voir comment on pourrait intégrer le reste dans nos travaux. Mais on va essayer de rentrer dans ce critère. J'aimerais ça que vous précisiez un peu ce que vous voulez dire. Par exemple, les exemples. Bon, le premier exemple qui vient en tête, puis bon, c'est peut-être un peu plus d'actualité, mais on voit qu'il y a beaucoup de dossiers que, par exemple, les municipalités à l'échelle, c'est propre, c'est au-delà de la CNM, mais puisqu'on est dans le cadre de la CNM, c'est quand même intéressant de se poser la question. Les municipalités qui avalisent des projets qui vont avoir lieu éventuellement en zone agricole, donc ça peut être des écoles, ça peut être des carrefours génératoires, ça peut être différents types de projets comme ça de type public. Et puis que, bon, c'est avalisé par la MRC, par la suite de dossier présenté à la CPTE, qui, je vous dirais, donc, il y a quand même une certaine évolution de la mentalité de la CPTE dans les dernières années, où il y a quand même un peu plus de refus. Nous, en fait, on se pose la question parce qu'il y aurait matière à plus décaler la réflexion avant que ça se rende à la commission, parce que, et en étayant peut-être des critères au sein du projet de débat. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de ce genre de projets qui sont mis avant. Peut-être une réponse courte. La CNM prend position sur le périmètre métropolitain. Quand je dis la CNM, c'est les 82 000 et les MRC. Actuellement, on reconnaît qu'il y a suffisamment d'espace dans le territoire défini en périmètre métropolitain, dans ce périmètre pour y loger 320 000 ménages. Ça, c'est tout un encadrement. Maintenant, la CPDRU, donc nous, on détermine l'espace urbain dans la limite du périmètre métropolitain. La CPDRU a le mandat de traiter les usages demandés par les villes et les MRC, et la CNM soumet un avis. C'est ça le système. Donc, quand vous regardez le bilan, il y a des cas où la CPDRU les accepte, mais il y a des cas où la CPDRU les refuse beaucoup plus fréquemment dans le territoire de la CNM. Donc, c'est un modèle qui fonctionne, mais je trouve que ça a quand même un équilibre, puisque chacun des organismes qui œuvrent en aménagement peuvent exercer leurs compétences en vertu de leurs objectifs. Et je pense qu'actuellement, le bilan PEMAD 1 est assez convaincant.
peut-être ça résout beaucoup de questions. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions comme ça? Merci infiniment. Je ne sais pas si les personnes qui représentent les organismes sont arrivées Laval Zen. Non. Et Éco-Nature. Non plus. Donc, ceci conclurait notre première séance de consultation pour la révision du PMAL. Oui. Je me sens aussi. Il reste 3 minutes de question. Alors, ma question, parce que je me rends compte qu'il va falloir comme vous vendre les friches. Là, je pense que vous les trouvez pas sexy. Ma question, c'est qu'on les connaît pas assez, je pense. C'est ça, pour vous, c'est quoi une friche et pourquoi ça vaut moins qu'un autre milieu? Puis là, je vais prendre des notes pour vous convaincre. Là, c'est inversé, le miroir est inversé. Moi, c'est d'accord. La question, peut-être, c'est les critères pour bien évaluer qu'est-ce qu'une friche à préserver, qu'est-ce qu'une friche qui pourrait être cultivée. Je pense qu'on aurait peut-être besoin de ça pour pouvoir raffiner nos recommandations. Je me permets aussi d'ajouter qu'on a aussi une certaine objectif de valorisation de notre territoire agricole et des activités agricoles. Donc, on avait mis une cible dans le PMAL au niveau des friches agricoles en vue de. C'est vraiment simplement sur les friches agricoles. On ne vise pas l'ensemble des friches qui sont en milieu urbain, mais vraiment les friches en territoire agricole de 10%. Donc, moi, je suis curieuse de comprendre la dynamique, comment vous voyez la dynamique de la mise en valeur des activités agricoles versus la protection de ces friches-là, pour comment on peut se doter de moyens métropolitains d'arrimage entre les deux. Ça, c'est une excellente question. Puis, en fait, non, mais ça, c'est vrai, c'est vraiment intéressant qu'on pourrait comme agrandir l'échange, justement par exemple, agrandissant des bandes riveraines autour des fossés, ce genre de choses-là. Mais aussi, puis là, je ne sais pas, moi, c'est une autre question que j'ai beaucoup quand vous considérez comme le territoire agricole, c'est vous considérez vraiment juste la zone verte ou aussi des zones blanches qui sont utilisées de manière agricole, parce qu'à Laval, il y en a beaucoup des zones qui ne sont pas agricoles, mais qui sont utilisées de manière agricole ou qui ont déjà été utilisées de manière agricole par le passé, qui en ce moment sont en friche et qui pourraient être construites incessamment ou des choses comme ça. Le site de 10% est vraiment sur la zone agricole, donc vraiment ce qui est du côté agricole de la ligne, je vais dire ça ici, là, on peut l'exprimer comme ça. C'est vraiment la zone verte. Oui, exactement. C'est ça, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent me dire c'est quoi une friche. Comme, pourquoi la. C'est quoi pour. Qu'est-ce que j'ai à vous convaincre de plus? On n'a pas besoin d'être convaincu ce soir, là, mais je trouve que votre mémoire, j'ai eu la chance de le lire au complet, pas seulement de me satisfaire de votre présentation ce soir, et c'était tout à fait convaincant. Je crois que les informations étaient bien précises. Excellent, je vais rajouter. Oui, merci. C'est officiel, la soirée se conclut ainsi. Je vous remercie vraiment beaucoup. Peut-être que ce serait intéressant de parler avec M. UPA aussi sur les friches et d'avoir une discussion sur l'importance des friches et l'identification de celles-ci. Merci beaucoup tout le monde. Merci de vous être déplacés. Puis demain, on a une soirée. On se fait recevoir par Mirabelle, donc M. Charbonneau. On se voit demain soir. Merci beaucoup.